droite, le grand entretien, Maud Koffler. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être notre invité ce matin. Alors on va commencer peut-être par parler de ce mouvement social qui est en train de naître partout en France. SNCF, agriculteurs, trafic aérien. Dans le Gers, c'est un hôpital entier qui s'est mis en grève pour protester contre la suppression d'un poste d'aide-soignant. Il y a un ras-le-bol général, la colère gronde, l'impuissance aussi, voire la résignation. On en parlait à l'instant avec nos deux précédents invités. Parce que lorsque vous entendez les grévistes, les manifestants, ils n'espèrent plus rien. Nicolas Dupont-Aignan, vous comprenez ce désespoir ? Quand un pays n'est plus dirigé, quand il n'y a plus de cap, quand tout n'est qu'injustice, quand des dizaines de milliards sont gaspillés et qu'au même moment, on demande toujours aux mêmes les mêmes sacrifices, faut pas s'étonner que ça parte en vrille, voilà. Et je suis très inquiet. Je suis très inquiet puisqu'en fait, il n'y a plus, d'écoute de personne. Et si on ne règle pas les problèmes pendant 30 ans dans un pays, et qu'en plus on a de la provocation permanente de la part des élites, eh bien à un moment ça pète, cela approche. Et je vais vous dire, je prends par exemple l'agriculture. On a vu hier Michel Barnier aller quémander à Bruxelles le report du Mercosur. Mercosur, ouais. Pour nos auditeurs, c'est un accord de libre-échange qui va achever nos éleveurs. Accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud. Mais Michel Barnier n'a pas dit aux Français ou Emmanuel Macron dans une interview télévisée « Nous n'appliquerons jamais cet accord, la France est la France ». Et j'ai été dire à Madame von der Leyen que c'était fini, je faisais la politique de la chaise vide du général de Gaulle ou la politique de Margaret Thatcher, c'est-à-dire « Nous n'appliquerons pas ». Non, il est allé supplier. Et donc tout le monde a compris qu'une fois de plus, la France allait se faire rouler dans la farine. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Il y en a beaucoup d'autres, vous avez raison. Le nouveau gouvernement hérite d'un bilan catastrophique des gouvernements précédents. Il hérite de toutes ces crises, d'une crise financière quasiment sans précédent. Vers quoi se dirige-t-on dans les prochains mois, Nicolas Dupont-Aignan, les prochaines années, avec toujours plus de taxes et de restrictions? La vie devient un enfer pour certains. La France est-elle sur la voie du déclin? Ah, mais elle est sur la voie du précipice. Mais ce qui est fascinant, comment voulez-vous résoudre les problèmes avec ceux qui les ont créés. Oui. Et c'est pourquoi je suis pour la censure et la destitution. Je veux dire par là que croire qu'on va rafistoler le navire encore 2 ans et demi est une aberration. Ces 2 ans et demi vont être les 2 ans et demi de la catastrophe. Donc, moi, je pense qu'il faut être clair vis-à-vis des Français. Aujourd'hui, seul l'arbitrage du peuple peut dénouer la situation. On a une assemblée ingouvernable. Il n'y a que 2 solutions. Soit on continue à vivoter avec les mêmes, ils créeront les mêmes problèmes, puisque ce sont eux qui ont mené cette politique. Soit on les achève, si je puis dire, par une censure bien méritée, et ensuite, en faisant tout pour que le président soit nomme un nouveau gouvernement qui écoute les Français, soit que Emmanuel Macron s'en aille. Plus vite nous aurons une présidentielle, plus vite nous pourrons reprendre en main les choses. Il n'y a pas d'autre solution. Et tous ceux qui finacent à l'Assemblée nationale en croyant qu'ils vont arracher par un amendement une mesurette se trompent. C'est maintenant qu'il faut changer de cap avant qu'il ne soit trop tard. Vous croyez à une démission d'Emmanuel Macron avant la prochaine élection présidentielle ? Mais je n'y crois pas. Si on fait rien. Vous l'espérez? Mais non, je ne fonctionne pas comme cela. Si j'étais en responsabilité d'avoir un grand parti à l'Assemblée, suivez mon regard, je ferais tout pour qu'il s'en aille. Je serais dans une démarche frontale, pas dans une démarche d'esquive. Et je le dis clairement, d'ailleurs, au Rassemblement national, LFI dépose une motion de destitution. Votons-la. La censure, il va falloir censurer. On ne peut pas continuer comme ça. Et le grand danger à donner un sursis à ce gouvernement, c'est en fait de laisser M. Mélenchon être la seule opposition au pouvoir. Or, à ce moment-là, on prend le risque de le mettre en piste pour l'Élysée demain. Et je trouve ça extrêmement dangereux. Voilà. Donc, je pense qu'il faut être clair.
il n'y a aucune possibilité avec ce gouvernement, il n'y a aucune possibilité avec cette Assemblée. Donc, il n'y a qu'une solution, le départ du président de la République et l'arbitrage du peuple. Tout le reste n'est que perte de temps, jeu politicien dérisoire, et ça n'apporte rien, parce que le Titanic est en train de foncer vers l'iceberg, avec les mêmes gens qui conduisent le bateau. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce que, en fait, la nomination de Barnier, comment vous dire, c'est une astuce. En fait, ce sont les mêmes qui gouvernent. Il faudrait mettre qui? Parce que c'est vrai que... Enfin, allez-y, je vous laisse répondre. Non, mais il faut une alternance politique. Il y a que 3 solutions. Le référendum, sur certains points, par exemple, rétablissement des frontières, référendum. Ouais. Là, c'est le peuple qui s'exprime. Soit une présidentielle anticipée, soit un nouveau gouvernement en attendant des législatives anticipées. Dès qu'on aura le droit, c'est-à-dire au mois de juillet. Mais tout le reste, c'est une perte de temps. Oh. Les Français n'en peuvent plus de ce qui se passe. Mais vous avez vu le projet de budget du gouvernement, oui. Ce rafistolage qui est en train de taxer davantage, alors que le problème des Français et de la France, c'est qu'il y a trop d'impôts. Mais c'est une histoire de fou. Justement, vous avez dénoncé hier un mensonge du gouvernement sur les retraités, dont vous dites qu'ils seront les grands sacrifiés de ce budget 2025. Pourquoi ? Mais parce que j'ai été sidéré de voir Laurent Wauquiez venir à la télévision nous expliquer qu'il avait sauvé les retraités. Et c'est un mensonge. Et comment on peut mentir à 6 millions de personnes au journal télévisé ? Parce qu'en vérité, les retraites ne seront revalorisées que de 0,9% alors que l'inflation est bien supérieure. Et ensuite, au mois de juillet, il y aura un petit rattrapage pour toutes les retraites inférieures au SMIC, c'est-à-dire 44% des retraités. Mais il y a 56% des retraités, des classes moyennes, qui vont voir leur pouvoir d'achat réduit et surtout leur contrat cassé. La parole de l'État n'est pas respectée. C'est pas un cadeau d'indexer les pensions de retraite sur l'inflation. C'est le respect des cotisations que des millions de Français ont versées toute leur vie, espérant un jour avoir une retraite. Et ce qui me révolte, c'est qu'on fait tout ça pour 3 milliards d'euros. D'accord ? Oui. 3 milliards d'euros d'économie. Et vous savez combien vont coûter les éoliennes au budget de l'État ? Non. 9 milliards. Vous savez combien coûtent les emprunts à taux variable indexés sur l'inflation en zone euro alors qu'on aurait pu emprunter à taux fixe ? 12 milliards. Vous savez combien coûtent les fausses cartes vitales ? 15 milliards. Vous savez combien coûte l'Union européenne ? 10 milliards. Vous savez combien coûte la guerre en Ukraine ? Plus de 5 milliards. Donc moi, je suis révolté de voir un gouvernement et un pouvoir claquer l'argent par les fenêtres et après dire « Oh, mais vous, les pauvres retraités, vous êtes des nantis. » Mais c'est insupportable. Il ne faut pas s'étonner que les gens vont finir dans la rue. Et moi, je n'aimerais pas que ce soit M. Mélenchon qui rapporte et qui récolte la mise. Et je dis qu'il y a un grand danger aujourd'hui. Et je supplie le Rassemblement national de reprendre ses esprits et d'être combatif. On n'a rien à attendre de ce pouvoir. Alors, il y a d'autant plus de danger que hier, nous avons appris les réquisitions du parquet à l'encontre de Marine Le Pen, 5 ans de prison, dont 2 ans ferme aménageables, ainsi qu'une inéligibilité de 5 ans dans le cadre du procès de l'affaire des assistants parlementaires du Front National à l'époque. Nicolas Dupont-Aignan, il faut s'inquiéter de ces réquisitions ou pas ? Il y a eu beaucoup de contestations, beaucoup de mobilisations. D'abord, 2 choses. Réquisition ne veut pas dire verdict. C'est vrai. Et j'ose espérer que les juges ne feront pas ce coup d'État. Deuxième point, quoi qu'on pense du procès de ces emplois du Parlement européen, la peine d'inéligibilité de 5 ans est complètement délirante et inadaptée. On peut dire, et moi je ne suis pas juge, le parti de Marine Le Pen mérite une sanction, etc. Mais 5 ans d'inéligibilité, c'est une intrusion du juge dans le jeu démocratique. C'est une volonté des juges de choisir les candidats à la présidentielle et c'est impensable, inacceptable. Voilà. Donc, moi, j'attends le verdict. Je ne peux pas imaginer que les juges musellent le peuple français. Ce serait tellement
scandaleux que je n'ose même pas l'imaginer. Alors, nous allons voir ce qui va se passer, mais je crois que cette affaire ne doit pas empêcher le Rassemblement national, qui a plus de sièges que Debout la France, c'est un constat, d'être combatif, parce que je m'inquiète de le voir trop participer au jeu et au poison des jeux de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas parce qu'il y aura un amendement de plus ou un amendement de moins que cela sauvera la France. Non, sauver la France, c'est avoir les idées claires sur un vrai projet de rupture, et Trump l'a montré, rétablir les frontières, cesser l'assistanat, rétablir la compétitivité de nos entreprises, mettre fin au grand gaspillage qui tue le budget du pays, rétablir l'école publique. Voilà, c'est ça ce qu'on attend. Enfin, en tout cas, moi j'attends, et ce que je dis, et ce que je défends comme président de Debout la France. On parlera tout à l'heure de l'élection de Donald Trump et de l'exemple à prendre ou pas pour la France et l'Union européenne. Nicolas Dupont-Aignan, je voudrais revenir avec vous sur 2 dates importantes cette semaine, le 11 et le 13 novembre. Le 11 parce que, comme chaque année, nous célébrons l'armistice, mais que cette fois, le gouvernement et certaines personnalités politiques ont émis la possibilité de supprimer ce jour férié par souci d'économie et parce que les Français ne se mobilisent pas suffisamment en ce jour de mémoire. Êtes-vous d'accord avec ce projet ? Je suis écœuré des propos de Jean-François Copé, qui sont à la fois démagogiques, qui n'ont aucun sens de l'histoire, méprisants à l'égard de ceux qui ont donné leur sang pour la France. C'est pas parce qu'il n'y a pas assez de monde devant les monuments aux morts qu'on va raser les monuments aux morts. Enfin, c'est complètement stupide. Voilà, enfin, excusez-moi, le pauvre Jean-François Copé, il tourne mal, là. Il sait plus quoi inventer pour faire parler de lui. C'est pathétique. Bon, voilà votre réponse. Et alors, l'autre date, c'est le 13 novembre maintenant, parce qu'hier, cela faisait déjà 9 ans qu'avait eu lieu l'attaque du Bataclan, entre autres. Il y a 9 ans, tout le monde était Charlie, tout le monde avait peur, et l'on dit souvent que ce sont les drames, les crises qui font avancer les idées. Qu'est-ce qui a changé depuis, Nicolas Dupont-Aignan ? Que la peur a gagné les principaux leaders politiques de notre pays, que d'abord, vous avez un parti LFI qui est devenu un parti quasiment islamiste. Vous avez ensuite des responsables politiques comme Madame Pécresse qui se couchent, on l'a entendu tout à l'heure, puisqu'on aura le droit d'étudier les caricatures sur celles du prophète. Oui. Donc autant fermer la boutique. Voilà. Donc je crois que c'est extrêmement grave. Ça veut dire que le scénario du livre Soumission de Monsieur Houellebecq se déroule tranquillement dans notre pays, et que le meilleur hommage que l'on puisse rendre aux sacrifiés du Bataclan, c'est d'être inflexible vis-à-vis du totalitarisme et des islamistes. Voilà. Ce qui ne veut pas dire ne pas respecter les musulmans. Mais chacun est libre de pratiquer sa foi dans le respect des institutions de la République. Mais il est inacceptable de voir que le pouvoir politique reste faible. Voilà, faut pas se mentir. Nicolas Dupont-Aignan, puisqu'on parle de peur et d'actualité, vous avez certainement entendu parler de ce match de football France-Israël qui qui aura lieu ce soir au Stade de France à Saint-Denis. Énorme dispositif de sécurité, 2500 policiers et gendarmes seront autour du stade, 1500 dans les rues de la capitale et les transports. Le préfet de police et les hautes autorités appellent à la prudence. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Aurait-il fallu interdire ce match, ou au contraire, faut-il évidemment encourager la tenue de ce match et y aller ? Non, mais la question ne se pose même pas. Ce match doit se dérouler normalement et en parler le moins possible, dans le sens où plus on en parle et plus on en fait quelque chose, ça veut dire que plus on cède à l'intimidation. Donc, cette importation du conflit sur le sol français est insupportable et dangereuse. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire, peut-être, il serait peut-être temps que la France ait une politique étrangère. Parce que si il y a autant de passion autour du conflit, c'est parce que la France est muette. La France a disparu. Et moi, j'aimerais qu'on ait une politique étrangère qui ne change pas tous les matins, au gré des interlocuteurs. Donc, voilà. Vous savez, en fait, en réfléchissant hier soir, comme ça, je me disais, quand il n'y a pas de cap, quand on ne sait pas où on va, obligatoirement, tout déraille. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. C'est qu'il n'y a pas de cap, on ne sait pas où on va, tout n'est que communication. Je crois que les Français attendent un cap, un projet,
une vision, des devoirs plus que des droits. Et ils attendent quelqu'un qui leur parle franchement. Voilà. N'épouse pas le système, ne danse pas un tango avec le système. Et on a vu, je reviens à ce qui s'est passé aux États-Unis, moi je ne suis pas spécialement trumpiste, au sens que je pense qu'on est différent des Américains et qu'il n'y aura jamais un Trump en France. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que Trump a gagné parce qu'il ne s'est pas caché. Il a assumé ses positions devant le peuple américain. Et il a d'abord été américain. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Et de fait, il n'y aura sans doute peut-être jamais de Donald Trump en France. On a eu des personnalités quand même assez fortes, notamment lors de cette dernière élection présidentielle. Je pense à Éric Zemmour, parce que lui aussi, il tranchait. Il restait vraiment droit dans ses bottes, dans ses idées, quel que soit ce qu'on en pense. Mais en même temps, bon voilà, il y a eu des polémiques, il y a eu des tas de choses qui ont fait que finalement il a fait 7% dans les sondages. Donc effectivement, est-ce qu'on peut quand même s'inspirer de la méthode Trump, c'est-à-dire je vais au bout, je dis tout ce que je pense, quitte à être parfois caricatural, ou est-ce qu'en France, de fait, ça ne peut pas fonctionner ? Écoutez, très modestement, je n'ai pas eu le score d'Éric Zemmour, mais moi j'ai dit ce que je pensais sur la crise Covid. Oui, absolument. Et j'ai eu 2%, c'est pas assez. On l'a payé cher tous les deux. Mais en fait, je crois que les Français attendent un discours cohérent, franc, à la Trump dans la démarche. Mais attention, il ne s'agit pas non plus de dire n'importe quoi sur n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre. C'est-à-dire, et si vous écoutez Trump d'ailleurs sur l'immigration, c'est intéressant. Oui. Parce qu'il a été très caricaturé. Trump s'est battu et a été très dur sur l'immigration clandestine. Mais il n'a jamais eu un mot contre les immigrés, les immigrants, les étrangers qui se sont intégrés, assimilés aux États-Unis. Et je crois que c'est la bonne voie. C'est-à-dire qu'il a eu des paroles très dures en disant je vais faire repartir 11 millions de personnes, je vais faire la plus grande opération de reconduite à la frontière, je vais faire un mur, mais il n'a jamais dit parce que vous vous appelez Enrico ou Mustapha, vous n'êtes pas bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. C'est la différence, je crois, fondamentale. Et je crois que les Français, quelles que soient leurs origines, attendent maintenant un blocage des frontières et un renvoi dans leur pays de l'ensemble des clandestins. Ils attendent aussi la suppression de toute aide sociale pendant au moins 5 ans, ce que je propose. Et là-dessus, il va falloir être clair. Mais pour ça, pardonnez-moi, il ne faut pas rentrer dans l'histoire de la double frontière, de la coopération avec l'Union européenne, et peut-être bien que oui, et peut-être bien que non. Et voilà pourquoi je vous le dis, il faut proposer, moi je propose, la frontière nationale. Il n'y a pas de double frontière. Il n'y a pas celle de la France et celle de l'Union européenne. Il n'y en a qu'une, celle de la France. Et si je vous dis ça, pourquoi ? C'est parce que j'ai l'impression que les personnalités politiques de notre camp patriote sont en train de céder par petits bouts à l'intimidation des médias français. Et la leçon de Trump, c'est qu'on ne doit pas céder. Alors après, on doit choisir ses terrains. D'accord ? Je ne vous dis pas qu'il faut dire tout sur tout et dans le désordre. Mais vraiment, je crois qu'on ne gagnera que si on est très clair avec les Français. Et ce que je retiens aussi de la campagne de Trump, c'est qu'il n'y a pas eu 50 thèmes. C'est à nous de choisir les 3 axes de notre retour au pouvoir. Quand le général de Gaulle est revenu en 58, il n'a pas agité un programme avec 50 mesures. Il n'a pas voulu plaire à tout le monde. Il a dit, voilà, je ferai ça, ça et ça. Eh bien, moi, je vous le dis, il faut dire aux Français, nous rétablirons les frontières nationales et nous n'appliquerons pas les règles du droit européen. Si on ne rompt pas avec le droit européen, si on est toujours soumis à Bruxelles, à la Commission de Bruxelles, à la Cour de justice, on ne pourra rien faire. Et ça, c'est le point fondamental. Et le deuxième point, c'est qu'il faut maintenant baisser les charges des entreprises qui produisent en France. Paradoxalement, il ne faut pas augmenter les impôts, il faut les baisser. C'est le contresens majeur aujourd'hui. Et il faut les baisser uniquement pour les entreprises qui produisent en France. Et pour ça, il faut aller à rebours des règles de l'Union européenne. Donc, la chose est très simple. Soit on continue à obéir à l'Union européenne et on sera dans les sables mouvants et on n'arrivera à rien, soit on dit aux Français clairement, on ne sort pas de l'Europe, on n'a même pas besoin. On n'applique plus les règles européennes
pendant tant d'années pour reprendre en main notre pays. Mais Voilà moi ce que je propose. Il y aurait des conséquences, non, si la France refusait d'obéir à certaines règles? Quelles seraient-elles, ces conséquences? Aucune, c'est un tigre de papier. Ils vont envahir la France? Madame von der Leyen et les bureaucrates de l'Union européenne vont faire quoi? La seule conséquence qu'il y aura, c'est que M. Orban applaudira, c'est que Madame Meloni dira enfin, et c'est que la Commission de Bruxelles sera détruite. Il faut la dynamiter. Il faut en finir. Ça ne veut pas dire qu'on finit l'Europe. Ça veut dire qu'on la modifie, on la transforme, on la remplace par une autre organisation européenne. Mais c'est très simple. Si les Français croient qu'ils vont pouvoir s'en sortir en continuant la même politique avec simplement des petits détails qui changeront, ils se trompent. Et moi, mon devoir, c'est de dire la vérité aux Français. C'est pas de leur mentir pour plaire à Madame Léa Salamé. Oui. Nicolas Dupont-Aignan, vous n'êtes pas pour le Frexit, hein, c'est bien ça, vous êtes pour le Brexit. Moi, je suis pour que on ne rentre pas dans ce débat du Frexit, du Brexit, de tout. J'étais pour le Bruxit, selon l'expression de Philippe de Villiers, c'est-à-dire on chasse la Commission de Bruxelles. Oui. Je crois que le débat sur le Frexit est le débat de nos adversaires. En fait, ceux qui gouvernent depuis 30 ans avec l'Union européenne veulent faire peur aux Français en disant, voyez, si vous suivez M. Dupont-Aignan, ou Madame Le Pen, ou M. Zemmour, ou les autres, vous allez avoir le Frexit, ça sera horrible, on sera plus dans l'Europe, etc. C'est pas la question du Frexit. Moi, je n'ai jamais souhaité déménager la France et la faire sortir du continent européen. En revanche, c'est la question, est-ce que la France peut maîtriser ses frontières pour maîtriser son immigration? Est-ce que la France a encore le droit de défendre son agriculture, son industrie? Frontières, agriculture, industrie, c'est les 3 points fondamentaux. Bon, et bien pour ça, on va reprendre notre liberté sur ces points-là. Et puis, nos partenaires européens, on va leur dire, on va renégocier tout ça. En tout cas, la France est un grand pays. Elle n'obéit pas à des bureaucrates corrompus. Point. Tout le reste, c'est de la littérature. Alors, ils peuvent faire peur sur Frexit, pas Frexit. Si la France n'obéit plus à certaines règles fondamentales de l'Union européenne, il n'y a plus d'Union européenne. On reconstruit le truc. Il n'y a pas besoin d'en sortir. On n'est pas, excusez-moi, on n'est pas l'Irlande ou le Danemark ou le Luxembourg. On est le pays central. Donc, on fait ce qu'on doit faire. Mais ça ne veut pas dire, dans mon esprit, que la France sera toute seule, isolée, pas du tout. On va reconstruire quelque chose qui permet de lutter contre l'immigration massive, qui permet de défendre notre compétitivité. Je prends un exemple très simple, très concret. Tout le monde sait que le passage à la voiture électrique est un non-sens économique, écologique, que on peut avoir des voitures électriques en ville, comme seconde voiture, qu'il y a des bons côtés à la voiture électrique, mais que c'est totalement délirant d'interdire la voiture thermique en 2035. Tout le monde le sait. Eh bien, figurez-vous, qu'est-ce que fait le gouvernement français en ce moment? Il va supplier Madame von der Leyen, qui est élue par personne, de décaler, pas supprimer, de décaler la date de 2035. Mais moi, je suis désolé. On arrive au pouvoir, on dit maintenant c'est fini. La France n'appliquera pas cette décision parce que la France défend son industrie automobile. Parce que la France est un pays, c'est une nation. C'est pas un protectorat d'une commission non élue. Point. C'est pas sortir de l'Europe. Vous avez là 3/4 des pays européens qui diront bravo la France et qui feront la même chose. Et dans la journée, cette mesure aura disparu. Nicolas Dupont, vous avez suivi l'audition de Stéphane Séjourné, justement? Oui, j'ai fait un tweet dessus. C'est quand même pathétique. C'est-à-dire que aux États-Unis, Trump prend Elon Musk. On peut dire ce qu'on pense d'Elon Musk. Enfin, il a quand même créé quelque chose. Il a inventé des fusées qui reviennent sur leur sol. Il a inventé une voiture électrique. Il a créé un empire industriel. Enfin, il a peut-être fait quelque chose de ses mains et de son cerveau. Et nous, en quelqu'un qui lit un texte et qui ne le comprend pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que la France est devenue un paillasson. Et c'est-à-dire qu'il y a 65 millions de Français qui ne comptent pas. Donc maintenant, ça suffit. Voilà. Nicolas Dupont-Aignan, je voudrais revenir, il nous reste 4-5 minutes, sur le narcotrafic. Il y a eu un déplacement de Bruno Retailleau et de Migaud à Marseille sur ce sujet-là. Alors ils évoquent des plans, des solutions, des moyens à mettre en œuvre, à mettre en place pour lutter contre ce narcotrafic. C'est un sujet qui s'enracine presque. On a du mal à régler ce problème-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter efficacement contre le narcotrafic
aujourd'hui à Marseille et ailleurs, parce que ça touche désormais même les petites communes. Ça a pris une ampleur phénoménale. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des bonnes mesures dans ce qu'ils proposent, il faut être honnête. Moi, je ne suis pas là pour critiquer. Quand il y a des bonnes mesures, il y en a rarement, il faut le dire. Simplement, il manque 3 choses. Il manque des frontières, parce que s'il n'y a pas de frontières, vous ne pouvez pas y arriver. Et je reviens à la case départ. Deuxièmement, il manque des places de prison, parce que moi, dans ma ville, hier, récemment, il y a eu un acte d'un type qui a voulu inflammer un immeuble, vous imaginez, sympathique, pour faire brûler l'immeuble, parce qu'il voulait se venger de quelqu'un qui habitait plus l'immeuble, on ne joue pas ces détails. On l'a arrêté. Il avait 54 infractions au trafic de stupéfiants, et il était en liberté. 54 infractions graves au trafic de stupéfiants. Cet homme était en liberté. Voilà. Donc, si vous ne mettez pas des peines de prison ferme, avec exécution immédiate, suppression du portable, dans des prisons hermétiques, vous pouvez tout faire, vous ne lutterez pas contre le trafic de drogue. Donc ça veut dire un vrai plan de construction de prison. Et puis le troisième point, c'est évident, c'est de changer la procédure pénale, c'est-à-dire de ne plus obéir à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Cour de justice de l'Union européenne. Et ce que vous savez, un commissaire de police m'a appris hier, vous savez que toutes les caméras qui surveillaient les locaux de garde à vue, pour notamment empêcher que des délinquants se battent ou se suicident même, ont été supprimées en France le 1er octobre. Mais pourquoi ? Parce que ça atteintait à la dignité des prisonniers en garde à vue. Ah bah oui. Voilà. Et ça s'est fait dans le silence le plus total. Donc ça veut dire que aujourd'hui, la procédure pénale dictée par l'Union européenne, de fait, ne permet pas à la police de faire son travail. C'est tout. Alors, vous n'avez pas de frontières, vous n'avez pas de place de prison et vous n'avez pas de capacité à faire votre travail. Et vous croyez que vous allez lutter contre les narcotrafiquants ? Alors, il y a des bonnes mesures sur les capitaux, sur les repentis, il y a des choses intéressantes dans le projet de Retailleau. Mais la réalité, c'est que si on ne fait pas ces 3 choses-là, on ne pourra pas lutter. Et ce qui est quand même incroyable, c'est qu'un petit État comme le Salvador a été capable de construire des places de prison et de les mettre dedans. C'est davantage un problème de volonté politique que de moyens, Nicolas Dupont-Aignan, oui. Mais bien sûr, c'est un problème de volonté politique. Dans le cadre actuel de la justice des mineurs, puisqu'en plus ils prennent des moins de 18 ans pour faire du trafic et du guet, dans le cadre actuel de la justice des mineurs, du manque de places de prison, de l'absence de frontières et de la prééminence du droit européen, vous pouvez demander à n'importe quel gouvernement de le faire, quel qu'il soit, il n'y arrivera pas. Mais est-ce que vous avez fait un match de boxe en ayant les mains liées dans le dos ? Enfin, je veux dire, il y a un moment, moi, je ne sais pas faire. Voilà. Question de cohérence, oui. Nicolas Dupont-Aignan, il nous reste 2 minutes. Avez-vous lu le livre de Jordan Bardella ? Non, pas encore. Vous allez le lire ? Bah oui, je vais regarder. Oui, vous avez certainement vu cet extrait de petite dispute entre Pascal Praud et Jordan Bardella sur ce sujet-là. Trop jeune pour écrire ses mémoires, en même temps c'est pas un programme politique, on sait pas du tout ce que ça contient, etc. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces petites polémiques ? Moi, écoutez, j'ai pris un principe. C'est que je ne critique jamais mes concurrents immédiats qui partagent sur l'essentiel ou sur beaucoup de choses, mes idées ou vice-versa. Ouais. Je pense qu'il y a assez à faire avec nos opposants politiques pour rentrer là-dedans. Donc, chacun ses qualités, ses défauts. J'ai assez bataillé depuis 10 ans et depuis 2017 pour qu'il y ait une grande coalition de tous les patriotes pour pas commencer à faire les petites remarques qui m'intéressent pas. Donc voilà, Jordan Bardella a de grandes qualités, il a les défauts de son âge, c'est normal, ça passera, il a de la chance d'ailleurs d'être si jeune, puisqu'il a du temps devant lui, moi j'en ai moins, et puis je souhaite que tout ce beau monde se rassemble dans le respect mutuel. La seule chose que j'ai envie de dire à Jordan Bardella, avec un peu d'expérience, c'est qu'on ne gagne jamais à faire plaisir à ses ennemis. Voilà. Très belle conclusion. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes président de Debout la France et à très bientôt sur notre antenne. À bientôt à vous.